Partons cette fois outre-Atlantique, sur 3 îles voisines, la Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Là où la faune et la flore sont si singulières. Où des bâtiments ont tant à nous dire sur notre histoire. Ici aussi, la vie sauvage s'empare des monuments. Aux Antilles, un mur en pierre, c'est un tuteur pour la végétation. Avec le temps, les racines se logent dans les failles de la mémoire. Alors entrons vite, écoutez le récit de ces vestiges. La vie sauvage des monuments est aux Petites Antilles. Notre première histoire nous conduit sur l'île de la Martinique, à Fort-de-France, son chef-lieu. Elle raconte comment une forteresse militaire, occupée par 500 marins, s'est retrouvée envahie par des animaux surprenants. Et comment, avec le temps, ils sont devenus inséparables. Mais on n'entre pas dans un fort comme dans un moulin. Ici, le protocole est de rigueur. Attention pour les couleurs. Envoyez. Les marins sont les gardiens de l'île, mais aussi les gardiens de l'histoire et de la culture du fort. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. On reprend la position initiale. Le meilleur ambassadeur est le commandant de la base, le dynamique capitaine de frégate Gilles Rémignon. Le Fort Saint-Louis, c'est un monument historique particulier. Il a 4 siècles d'histoire. Et puis, par ailleurs, depuis plusieurs décennies, c'est maintenant une base navale avec des bateaux, des frégates, des bâtiments de soutien, des patrouilleurs. Et la coexistence d'une base opérationnelle dans un monument historique vieux de près de 4 siècles, vous avez un cocktail qui fait que cette base navale est unique au monde. Une base navale d'autant plus singulière qu'elle déploie sur ses remparts un régiment de marins peu ordinaire. Des iguanes. De grands reptiles charismatiques. Tout droit sortis d'un Jurassic Park. Des forts de 4 siècles dans le monde, il y en a plein. Des forts de 4 siècles qui sont d'une base navale opérationnelle, il n'y en a déjà plus qu'un seul. Alors des forts de 4 siècles avec des bases navales, avec des bateaux opérationnels et des iguanes. Alors là, forcément. Ces lézards géants, mesurant jusqu'à 2 mètres, sont très communs, d'où leur nom d'iguane commun. Ils vivent habituellement entre le Brésil et le Mexique. Mais ici, dans la base navale, 1 millier d'individus occupent désormais le terrain. Une population que Julie Gresser vient régulièrement surveiller de très près. Elle est chargée de mission à la DEAL, la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Martinique. Donc voilà, là, vous en avez un là qui traverse le fort. Alors il se balade tranquillement ici. Hein. Celui-là, il doit faire à peu près 1 kg, 1,2 kg maximum.
Il était sur le béton parce que c'est bien chaud là, vu l'heure. Là, il va aller sûrement remonter sur le mur pour chercher la chaleur du mur et se mettre un peu plus au calme. On voit que c'est des bons grimpeurs parce que là, le mur, il est quasiment vertical et l'iguane est en train de monter tranquillement jusqu'en haut. Pendant que les soldats s'activent, les iguanes profitent de leur permission, celle d'aller et venir comme bon leur semble. Pour qui a le sang-froid, ce solarium est parfait. Ici, sur le Fort Saint-Louis, l'iguane commun n'a pas les prédateurs qui sont censés être présents dans son écosystème. Donc là d'où il est originaire, donc la Guyane ou l'Amérique centrale. Donc c'est un peu lui le chef, on va dire. Et donc il a pu se développer sans problème. Depuis sa prise de poste, le commandant a dû accepter la présence des animaux, qui se disséminent jusque dans les moindres recoins de la base. Là, vous en avez un gros. Et là, vous allez voir, il y en a plein de petits normalement. Approchez-vous des plantes qui sont là. Regardez, vous en avez notamment un tout petit, on voit dans l'herbe là. Vous voyez ? Donc là, on a vraiment des juvéniles d'iguanes communs. On voit bien la queue rayée, même quand ils sont petits. Donc ceux-là, ils sont tout jeunes. C'est les portées de cette année. On se demande même des fois s'il n'y a pas plusieurs cycles de ponte. Autant l'animal apporte une présence pittoresque, autant une surpopulation serait fâcheuse. Très franchement, on s'en accommode parfaitement. Tant que ça reste une population, je dirais, raisonnable. Si on passe à 5000 iguanes sur l'île, qui fait que 6 hectares d'espace, là, ça pourrait peut-être commencer à devenir embêtant. Alors, les iguanes, moi, je les retrouve quelquefois ici, quelquefois le soir. Vous voyez, lorsque je termine mes derniers travaux, j'imprime des documents, hop, je vois un iguane qui passe ici, ça peut arriver. Bon, moi, j'ai pas peur. Parce que pour les câbles électriques, j'avais déjà entendu ça dans d'autres endroits. Donc ils n'ont pas encore fait court-circuit entre deux pôles électriques. Pas encore. Parfait. Voilà. Le commandant a conseillé à Julie d'aller inspecter le mur derrière le terrain de basket. Là où des trous ne cessent de s'agrandir. Ces reptiles se reproduisent en pondant des œufs et en creusant des cavités dans la terre. C'est bien meuf, du coup, c'est possible que ça soit eux qui aient creusé sans problème. Et ça, c'est clair que c'est creusé. Enfin, en tout cas, il y a du passage là-dedans. Ça a été creusé, parce que là, c'est tout... Enfin, c'est tout friable, quoi. Ah oui, il y en a un là-bas. Il y en a un là dans le fond. Donc ouais, non, je pense que là, ça va déchausser le mur. Alors bon, il y a déjà pas mal de végétation sur le fort, mais ça va avec les racines aussi qui peuvent déchausser, mais je pense que ça va pas aider à ce que le mur tienne bien. Et les murs du Fort Saint-Louis, c'est une vieille histoire. Celle notamment de l'arrivée des premiers corsaires français en 1635. La baie est pratique pour établir un port, plus que partout ailleurs en Martinique. Et la presqu'île, idéale pour en verrouiller l'entrée. Dès 1640, les soldats français y établissent une petite forteresse avec des habitations dedans. Les guerres européennes s'exportent. Assaut des Hollandais, des Anglais, qui supplantent 2 fois les Français. Au fil des siècles, ces murs s'épaississent, ces canons s'allongent. Ils changent aussi souvent de nom que s'enchaînent les pouvoirs politiques. Fort Royal de la Martinique, Fort Louis, Fort Édouard, Fort de la République et enfin Fort Saint-Louis. En 1973, il devient le premier monument historique de la Martinique. Régulièrement, la DEAL fait appel au service d'hygiène de la ville pour effectuer des captures.
va bien? Oui, il va bien. Et alors, les œufs, là, elle n'est pas d'œufs? Non, là, c'est rien, ça va. Là, le vote, il est vide, là. C'est pas la période. La période est passée, là. Les œufs pour quelle taille? C'est des œufs. Ça dépend de la grosseur. Ça peut être des œufs de poule ou des œufs de caille? Des œufs de caille. De caille, hein? Oui, quand même. Et des œufs, ils en font beaucoup, jusqu'à 70 par ponte. Après, là, ils sont devenus trop nombreux. Et au début, il y avait peut-être une dizaine de couples. En fait, ils se sont reproduits. C'est pour ça qu'on est obligé de les réguler. Donc effectivement, vu le nombre, on sait qu'on n'arrivera pas à tout retirer. Mais au moins réguler un minimum pour contenir en fait, la population autour du Fort Saint-Louis. D'ailleurs, comment ces animaux originaires du continent américain ont-ils pu arriver dans l'enceinte du fort? Il s'agirait du fait d'un seul homme, un certain Robert Pinchon. Un prêtre itinérant, grand explorateur, arrivé en Martinique en 1945. Il se fait remarquer par ses recherches sur la faune et la flore antillaises et devient correspondant pour le Muséum d'histoire naturelle. Il confectionne des herbiers, collecte de nombreux spécimens de la faune locale. Jusque-là, tout allait bien. Mais dans les années 60, il a l'idée d'organiser un zoo à l'intérieur du Fort Saint-Louis, avec des animaux importés d'Amérique, dont les fameux iguanes communs. Et au moment où le zoo s'est arrêté, il a récupéré les félins, il a récupéré les singes, et puis les iguanes, il a laissé la porte ouverte, la porte de la cage, et les iguanes se sont répandues. Et c'est de là que les iguanas, les iguanes non endémiques, sont effectivement maintenant au Fort Saint-Louis. Voilà, c'est l'information que j'avais. C'est exactement ça. Les iguanes ont été laissés dans la nature. Il n'y avait que quelques couples, donc ça apparaissait ne pas être problématique à l'époque. Et donc au final, avec de la nourriture, un endroit pour se reproduire et un cadre au niveau climatique qui est le même que celui de la Guyane ou d'Amérique centrale, il était bien à l'aise pour se développer. Et pourtant, les marins apprécient leurs animaux de compagnie pas comme les autres, à condition que les effectifs soient respectés et que les limites ne soient pas franchies. Or, les remparts n'ont pu empêcher qu'un jour l'animal ne s'en échappe et se propage dans les îles de la Caraïbe. Mais nous y reviendrons. Retournons dans la baie de Fort-de-France, vers l'îlet Aramier. Un site fermé au public que l'on ne peut pénétrer qu'en étant accompagné. Solène Marie-Louise gère les lieux pour le Conservatoire du Littoral. Et Alice Arnaud, botaniste, est en mission reconnaissance de la flore de l'îlet. Il s'agit d'un petit volcan strombolien. De la lave en fusion refroidie par l'eau a formé cet empilement de blocs de basalte. Sur son sommet, à 50 mètres d'altitude, se trouve un vieux fort militaire, inactif depuis la Seconde Guerre mondiale. Encore un chouïa. Eh, c'est bon. Désormais inscrit au patrimoine des monuments historiques, le fort doit faire l'objet d'une restauration prochaine. Car ici, comme à l'habitation Céron, la nature, profitant de l'absence de l'homme, a pris le dessus. Ah, trop drôle. Personne ne s'attendait à le voir, ici au large de la grande île de la Martinique. Et pourtant, il est là, l'iguane commun. On suspecte qu'il est venu tout droit du Fort Saint-Louis. Réputé excellent plongeur,
il est capable de rester 20 minutes en apnée. Et nager 5 km jusqu'à l'îlet à ramier ne semble pas hors d'atteinte. D'autant que notre iguane nageur a d'autres faits de guerre à son actif. Notamment celui d'avoir supplanté génétiquement l'espèce locale en danger, l'iguane des Petites Antilles, depuis disparue totalement de l'île. En tout cas, le voilà, ce grand lézard qui dévore la végétation et s'agrippe continuellement au mur. Deux traits de comportement qui n'arrangent pas les affaires du conservateur du littoral. C'est très sympathique d'avoir une vie sauvage. Le souci, c'est que l'iguane commun, en fait, crée pas mal de dégâts lorsqu'il se reproduit. Une fois sur Terre, il peut creuser des galeries, il peut abîmer des infrastructures. Enfin, rien que par son ombre et sa présence, en fait, crée pas mal de désordre. Donc, c'est pas forcément une espèce qu'on va malheureusement conserver sur le fort. Aujourd'hui, le petit îlet est envahi par l'iguane commun. La Guadeloupe déploie ses deux grandes ailes, Basse-Terre et Grande-Terre. Un archipel paradisiaque. Des réserves marines et des réserves terrestres. Notamment celles de petites terres. Pour les hommes, ces îles isolées promettent l'émerveillement. Pour le monde sauvage, l'espoir de vivre en paix. Un ancien atoll surélevé, à 10 mètres au-dessus de la mer. Seule construction, un monument historique, un phare. Nous sommes au pays des iguanes des Petites Antilles. L'espèce originelle, en danger critique d'extinction. Aujourd'hui, ce lieu est le seul au monde à pouvoir les protéger de l'invasion des iguanes communs. Une fois par an, au mois de mai, les iguanes concèdent un peu de place à un curieux groupe d'humains. Des techniciens de l'association Petite Terre et des gardes de l'Office national des forêts de Guadeloupe, les co-gestionnaires des îlets. Iguane au sol pour moi, 0,2 mètres. Ok. 2. Ajoute un autre. 2, ok. La mission est simple, compter les iguanes. Iguane au sol, 0,2 mètres. Iguane sur buisson, 2 à 5 mètres. Iguane au sol à plus de 10 mètres. J'en vois 3. 3 sur un arbre, entre 5 et 10. Ok. Un au sol, entre 0 et 2 mètres. C'est un privilège de circuler au pays des iguanes. Une forêt sèche de thibaumes, de gaillacs et de poiriers centenaires. Il est beau celui-là. Ah ouais. Une rencontre émotionnelle avec l'animal.
C'est quand même une chance d'être au contact de ces gros lézards là, qui ont traversé le temps avec leurs allures un peu de dragon. Quand on les regarde, finalement, on se rend compte qu'ils sont hyper expressifs. Ils n'ont pas l'air stressés hein, quand on les voit perchés dans leurs arbres là. Alors, on a quasiment 3 km. Tous les gardes sont des enfants de la Désirade, l'île habitée la plus proche. L'iguane, j'ai toujours vécu avec, j'ai grandi avec. Sans même savoir que c'était l'espèce protégée qu'on était petit. On le capturait sans même savoir. On était aussi peut-être en infraction qu'on était petit. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis garde. Je connais les enjeux, je connais les dangers et comment les préserver. C'est pour moi le plaisir de ramener ces informations aux jeunes de Désirade ou de la Guadeloupe, hein, pour pouvoir leur montrer les enjeux, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir les préserver. Avec la Désirade, l'archipel forme un chenal sur la route de l'Europe. Au XIXe siècle, le trafic maritime s'intensifie. Et la nuit, Petite Terre devient un récif dangereux. On y construit le premier phare de Guadeloupe, gardé jusqu'en 1972. Depuis, l'île est retournée à la nature. Enfin, presque. Désormais, le tourisme gagne ses terres reculées. Une des premières menaces pour cette iguane aujourd'hui, hein, c'est l'hybridation avec l'iguane commun. Il y a eu beaucoup d'introductions dans les îles, hein, avec des arrivées de radeaux flottants. Ça, c'est pas exclu. Et puis, ça pourrait aussi se passer de façon accidentelle en raison de la fréquentation de la réserve. Depuis 1998, date de création de la réserve naturelle nationale de Petite Terre, l'accès en bateau est strictement régulé. Les parcours de visite se limitent aux sentiers historiques du phare et à la plage. Et les promeneurs respectent scrupuleusement le territoire de la faune sauvage. Il faut essayer de tout mener de front pour préserver les habitats, préserver les espèces et permettre aux gens de continuer à s'émerveiller devant ces sanctuaires, un peu quelque part, de nature. Il y a beaucoup de jeunes, on a compté beaucoup de jeunes cette année. Donc pour l'instant, la population est en bon état. Si vous voulez faire un gros plan sur un petit juvénile, juste à côté de nous, là, à même pas 1 mètre de moi. Ici, il est tout vert. T'arrives à le voir? L'équipe a recensé plus de 10 000 individus, comme l'an passé. La moitié de la population mondiale des iguanes des Petites Antilles vit sur l'archipel. Petite Terre est devenue un véritable sanctuaire. Avec son phare, qui a protégé tant d'hommes et veille désormais sur tant d'iguanes. Ses nouveaux gardiens. Chacune de ces histoires ne parle que d'un même monde, celui du vivant et de ses richesses. Ne sont-elles pas les plus précieuses de notre petite terre à nous ?